fin novembre 1942. La plus grande armée engagée par l'Allemagne sur le front de l'Est vient de basculer dans l'irréversible. En quelques jours, la 6e armée de Friedrich Paulus, près de 300 000 hommes, se retrouve coupée du monde, enfermée dans ce que les soldats allemands appelleront der Kessel, le chaudron de Stalingrad. Les troupes soviétiques avancent inexorablement et les Allemands vont bientôt réaliser qu'ils sont seuls, sans réelle possibilité de retraite, sans ligne d'approvisionnement. La bataille de Stalingrad, déjà terrible jusque-là, vient de changer de nature. Ce n'est plus une bataille de mouvement, c'est un siège, un piège glacé, une lente descente vers l'épuisement. L'encerclement n'est évidemment pas une surprise absolue, mais le service de renseignement allemand n'a pas pu et n'a pas su imaginer que l'armée rouge puisse lancer une manœuvre de cette ampleur au cœur de l'hiver. Stalingrad va devenir un tombeau. Le monde se rétrécit pour les hommes du Kessel, jusqu'à n'être plus qu'un enfer blanc. Wir haben ihn nämlich. Es sind ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kennt man sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Éviter une guerre d'attrition. Voilà ce qu'évoque Hitler lorsqu'il convoque le souvenir de Verdun dans son discours du 9 novembre 1942. Son public l'applaudit, ravi. Mais à 3000 km de Munich, les soldats de la 6e armée ont moins de sujets de satisfaction, car la bataille est bel et bien devenue une guerre d'attrition, dont l'un des deux adversaires ne se relèvera jamais. Si l'approvisionnement des Russes est compliqué, celui des Allemands est un enfer, et ce depuis le début de la campagne. Les munitions manquent et dès le mois d'octobre, les soldats souffrent de la faim. Pire encore, les équipements d'hiver n'ont pas entièrement été livrés. Sur les 18 trains de ravitaillement quotidien jugés nécessaires pour la survie de la 6e armée, seuls 10 à 14 lui parviennent réellement. Le moral est en berne, d'autant que les snipers soviétiques s'avèrent redoutables, comme Vassili Zaïtsev, un berger de l'Oural qui comptera 149 tués au cours de cette terrible bataille. Les conditions de combat sont proprement dantesques. Jamais une guerre urbaine n'avait atteint ce niveau de férocité. L'hygiène des soldats russes est déplorable. Leurs vêtements et leur linge de corps sont sales et ils n'ont rien pour se changer. Ils s'aspergent de poudre désinfectante et consomment des litres de vodka. Et lorsque la vodka vient à manquer, ils trouvent toujours une solution. Un soldat soviétique témoigne « L'alcool à 90 des infirmeries était rarement utilisé à des fins licites. L'on buvait aussi de l'alcool industriel et même de l'antigel, après passage dans le filtre de carbone d'un masque à gaz. » Le 16 novembre 1942, les premiers glaçons flottent sur la Volga. L'automne de Stalingrad est fini. À la radio, Staline annonce « Il vient d'envoyer le général Djoukov sur le front. » Sous la coordination du général Vasilevski, le général Yeremenko commande la défense de Stalingrad. Au nord, les forces sur le Don sont commandées par le général Rokossovski. Le rapport de force est à l'avantage des soviétiques. Les forces de l'Axe représentent 430 000 hommes qui vont devoir affronter plus d'1 million de soldats russes. Allemands, Roumains et Italiens alignent 3000 pièces d'artillerie, les soviétiques 5 fois plus. Sur les positions attaquées par l'armée rouge, le rapport de force en hommes et en blindés sera de 1 contre 3 en la faveur des soldats russes. Le 19 novembre, c'est la 3e armée roumaine qui tient le flanc nord de la 6e armée allemande qui sera attaquée. Et le lendemain, 20 novembre, ce sera le tour de la 4e armée roumaine qui tient le flanc sud.
Simultanément, le front du Don du général Rokossovski bloquera les unités allemandes de Stalingrad pour les empêcher de sortir. Les deux pinces de la tenaille devront se rejoindre à Kalash, à 80 km à l'ouest de la cité, des bords de la Volga. « 19 novembre 1942. À 7h20 du matin, dans un brouillard glacé, plus de 3500 canons soviétiques ouvrent le feu sur les positions roumaines situées au nord et au sud de Stalingrad. Le sol tremble. Un soldat soviétique témoigne. Le ciel est devenu blanc. On ne voyait plus nos propres hommes. Tout vibrait, même nos dents. La steppe se soulève. Le jour naît dans un vacarme de fin du monde. L'opération Uranus vient de débuter. Selon l'art opératif théorisé par les stratèges soviétiques, cette contre-offensive s'intègre dans un ensemble d'opérations. En cas de succès, elle doit être prolongée à la mi-décembre par l'opération Saturne, qui vise Rostov-sur-le-Don et l'isolement de tout le groupe d'armée A dans le Caucase. Et elle doit avoir lieu en parallèle à d'autres opérations à l'ouest de Moscou, l'opération Mars et son prolongement, l'opération Jupiter. Les généraux soviétiques ont enfin les mains libres. Après les purges staliniennes des années 30 qui ont décimé le corps des officiers, le petit père des peuples a compris qu'il devait préserver ses stratèges. Il a notamment diminué considérablement le rôle des commissaires politiques. En 1942, les soviétiques vont attaquer avec une précision nouvelle. Ils ont appris des revers de l'année précédente. Leur doctrine a évolué. Ils préparent désormais des percées cloisonnées, appuyées par une combinaison d'artillerie, de chars T-34 et d'infanterie motorisée. L'opération Uranus n'est pas une improvisation. C'est un piège préparé depuis des semaines. Au centre de l'opération, le 5e corps de chars soviétiques et la 21e armée du général Tchitsiakov percent les lignes roumaines sur plusieurs kilomètres. Les blindés foncent sur les arrières, détruisent les communications et s'emparent des dépôts. En une matinée, les Roumains sont submergés. Les premières unités allemandes appelées en renfort n'arrivent qu'en fin d'après-midi. Trop tard. C'est la débandade. Un soldat allemand se souvient. Les Roumains sont venus vers nous, en groupe. Ils criaient. Les Russes sont partout. Partout. Le 20 novembre, une deuxième offensive soviétique frappe le sud du dispositif. Cette fois, ce sont les unités roumaines et italiennes qui ploient sous l'assaut. Le même schéma se répète, artillerie, blindés, infanterie motorisée, et la même conséquence, l'effondrement. Le 21 novembre, les deux pinces soviétiques progressent vers l'ouest et le sud-ouest. Les routes gelées deviennent des autoroutes pour les blindés. Les chars avancent de nuit, phares couverts, moteurs bridés. Ils débordent les dernières lignes roumaines, encerclent des unités entières, capturent des batteries d'artillerie sans tirer un seul coup de feu. Le 22 novembre, les avant-gardes soviétiques s'approchent de la ville de Kalash. Pont stratégique, nœud routier, dernière porte de sortie possible pour les Allemands. Ils savent que s'ils tombent, ils sont perdus. Au matin du 23 novembre, les unités soviétiques s'emparent du pont. À 15h, les deux pinces se rejoignent. Le cercle est complet. Le destin de la 6e armée vient d'être scellé. Ils ne sortiraient plus. La neige les avait pris, dira un témoin soviétique après la bataille. Hitler, lui, n'est pas joignable. Il a pris du repos après les événements qui viennent de survenir à l'ouest. Le 8 novembre, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. 2 jours plus tard, les troupes allemandes ont envahi la zone libre et atteint la frontière espagnole. Il faudrait pourtant intervenir vite, car à l'Est, l'offensive soviétique s'est essoufflée au bout de quelques jours. Bien que réussie, l'opération Uranus n'a pas atteint tous ses objectifs. Au centre, entre le Don et la Volga, les unités russes étaient trop faibles pour percer les défenses allemandes, ce qui a permis aux forces de la 6e armée de se replier en bon ordre et d'établir une défense solide à l'ouest de la poche de Stalingrad. Fin novembre, il apparaît clairement que l'armée rouge ne pourra pas liquider rapidement les forces de l'Axe. Près de 250 000 hommes sont piégés, mais 10% seulement sont des combattants, les autres appartiennent à l'intendance. Le 22 novembre, l'OKH, le haut commandement allemand,
monte le groupe d'armée du Don, dirigé par un spécialiste de l'art opératif, le maréchal von Manstein. Sa mission, recevoir ses premiers renforts début décembre et préparer aussitôt une contre-attaque pour rompre l'encerclement de la 6e armée. C'est l'opération Wintergewitter, tempête d'hiver. Mais cette opération est-elle seulement envisageable? Paulus, méthodique et discipliné, se plie aux ordres. Son état-major est partagé. Certains plaident pour une percée immédiate vers l'ouest, vers les lignes encore tenues par la 51e armée allemande. Car dès le soir de ce 23 novembre 1942, les officiers allemands comprennent qu'ils sont encerclés. Ils savent que les Roumains et les Italiens ont été balayés. Il ne leur reste plus qu'à espérer que la Luftwaffe pourra rapidement organiser un pont aérien. Von Paulus n'a plus que 6 jours de vivres et de munitions. En cas de tentative de percée à travers les lignes ennemies et de retraite vers l'ouest, il devra abandonner derrière lui 15 000 blessés. Et pendant que Von Paulus attend des ordres et tergiverse, les chars russes avancent. Le 24 novembre, Adolf Hitler répond enfin en ordonnant à ses troupes de défendre leur position. Göring lui a assuré que ses avions assureraient le ravitaillement des assiégés. La Luftwaffe mettra ses moyens au service d'un vaste pont aérien. La 6e armée devra donc tenir Stalingrad, coûte que coûte. Un officier allemand traduit cet ordre de façon laconique. Nous comprenions ce que cela voulait dire. Nous étions sacrifiés. Craignant à juste titre une opération de secours qui permettrait aux troupes de Paulus de lui échapper, le 9 décembre, la Stavka libère la 2e armée de la garde pour réduire la poche de Stalingrad au plus vite. Elle doit alors revoir les objectifs de l'opération Saturne, à laquelle cette armée devait servir de fer de lance. Les Russes sentent le danger que représentent des têtes de ponts allemandes sur la Tchir. Ils renforcent la 5e armée blindée. Le 7 décembre, un assaut sur le cours inférieur de la Tchir est lancé, mais il se heurte au 48e Panzerkorps, et notamment à sa 11e division de Panzer, montée en ligne dans la région en vue de participer à Wintergewitter. Pendant plus d'une semaine d'intenses combats, ces unités mettent en échec toutes les tentatives de la 5e armée blindée rouge. Les Soviétiques réunissent alors une nouvelle armée, la 5e armée de choc, pour forcer la décision le long du Don. Alors que la 5e armée blindée fixe le 48e Panzerkorps un peu plus à l'ouest, les 13 et 14 décembre, la 5e armée de choc s'empare des têtes de pont les plus menaçantes au confluent de la Tchir et du Don. L'axe ouest de Wintergewitter est désormais coupé. Sans possibilité de percer, les assiégés allemands n'ont plus qu'une option: survivre dans un espace restreint, écrasés par le froid et la faim, en attendant une hypothétique délivrance et les parachutages aléatoires de la Luftwaffe. Le Kessel devient un monde miniature, un paysage rétréci où chaque rue, chaque ruine, chaque cave devient une frontière. Le froid s'insinue partout. Les mitrailleuses gèlent, tout comme les moteurs des véhicules. Les uniformes se durcissent à cause de la glace. Les réserves de carburant sont réduites à quelques bidons. Les chevaux, gelés sur place, deviennent des carcasses immobiles. Même les rats ont déserté certaines caves. Trop froid, trop peu de nourriture. Un soldat de la Wehrmacht écrit « Les morts assis nous regardaient. Certains n'avaient plus de visage. » Le Kessel n'est pas un front, c'est une prison. Et l'hiver en est le geôlier. À Stalingrad, le froid brise les corps et la faim brise les esprits, d'autant que le pont aérien, promis par le maréchal Göring, grand patron de la Luftwaffe, est incapable de fournir les 750 tonnes par jour nécessaires au ravitaillement de la 6e armée. Dans le meilleur des cas, 94 tonnes parviendront quotidiennement aux assiégés. Car la défense antiaérienne russe fait des ravages, et les pilotes de l'armée rouge ont juré solennellement de ne ménager ni leur peine, ni leur force, ni leur sang dans la lutte contre l'occupant allemand. Dès les premières semaines d'encerclement, les rations étaient tombées à 200 grammes de pain par jour,
Début janvier 1943, ce sera 50 grammes et 12 grammes de graisse pour les plus chanceux. Les soldats font bouillir les ceintures en cuir, coupent les semelles en lamelles, mâchent des copeaux de bois trempés dans la neige. Le soldat Rehfeld témoigne « Nous fouillons les ruines pour trouver quelque chose à manger. » Les soldats cherchent aussi à se chauffer. Ils brûlent tout ce qui brûle. Mais parfois, rien ne brûle. Le bois est gorgé d'humidité, tout comme les vêtements d'ailleurs. Les hommes grelottent pendant des heures, enveloppés dans des couvertures qui se figent en carapace de glace. À Stalingrad, le froid tue plus vite que les balles. Les blessures gèlent avant d'être pansées, les amputations deviennent quotidiennes. Les médecins travaillent dans des caves obscures, sans eau chaude, sans anesthésie. Les pansements se soudent aux chairs gelées, les plaies ne saignent même plus, elles se fissurent comme de la pierre. Un médecin de la Wehrmacht dira « Les blessés mouraient avant même qu'on puisse les toucher ». La dysenterie se répand, le typhus aussi. La 6e armée n'est plus qu'une multitude d'hommes qui tentent, chacun à sa manière, de survivre à une journée de plus. Et parfois, les soldats allemands entendent une rumeur, très loin. La rumeur d'une opération, une contre-offensive. Personne ne sait encore si c'est vrai ou si c'est un rêve. Cette opération, c'est Wintergewitter, tempête d'hiver. Elle doit frapper au sud-ouest du Kessel, au point où les lignes soviétiques sont les plus étirées. Mais von Manstein sait déjà qu'il n'a pas assez d'hommes. Ses divisions blindées sont sous-dotées en carburant. Elles manquent de pièces détachées. Pour réussir, il aurait besoin que Paulus sorte du Kessel et manœuvre vers lui. Le 12 décembre 1942, la 4e Panzer armée du général Hermann Hoth lance l'opération. Les premiers jours surprennent tout le monde. Les blindés avancent vite, les soviétiques reculent. En 4 jours, la pointe blindée parvient à 48 km du Kessel. Pour la première fois depuis l'encerclement, les soldats allemands entendent des bruits, des voix. Un survivant témoigne. On disait que les chars arrivaient. Certains ont même pleuré. Mais ce sont des illusions, le dernier souffle d'un espoir qui ne survivra pas au froid. Le thermomètre affiche 30 degrés en dessous de zéro. Le 12 décembre, la 6e et la 23e division de Panzer, soutenues par les reliquats de la 4e armée roumaine, ont progressé sur l'axe sud. Après des succès initiaux contre la faible 51e armée soviétique, les forces allemandes atteignent et traversent l'Aksaï, mais elles sont vite prises dans d'intenses combats contre 2 corps blindés soviétiques envoyés en renfort. Ce n'est qu'avec l'arrivée de la 17e division de Panzer qu'elles atteignent la Mishkova le 18 décembre, non sans avoir subi de lourdes pertes. Pendant ce temps, les soviétiques ont changé la mission de la 2e armée de la garde et l'ont redéployée à marche forcée au nord de la Mishkova pour stopper l'offensive allemande. 120 000 hommes et 600 chars s'interposent désormais entre le 57e Panzerkorps et la 6e armée de von Paulus. L'opération Petit Saturne, déclenchée le 16 décembre sur le cours moyen du Don, s'avère être un succès et menace les voies de ravitaillement du 57e Panzerkorps. Le 23 décembre, la 6e division de Panzer est envoyée à l'ouest pour tenter d'endiguer la percée soviétique sur le Don. Trop tard pour empêcher la prise de l'aérodrome de Tatsinskaya, pivot central du ravitaillement des assiégés de Stalingrad. L'opération Wintergewitter est suspendue le 24 décembre. Toute tentative de percée devient matériellement impossible. Préparée par l'état-major de la 6e armée, qui avait regroupé ses forces blindées dans l'angle ouest de la poche, l'opération Donnerschlag, coup de tonnerre, une sortie massive des assiégés pour rejoindre les lignes allemandes, n'est plus qu'une folie irréalisable. Pour les soldats pris au piège, c'est la fin de l'espoir. Ils ne s'attendent plus à un miracle, ils attendent seulement la fin. Le médecin de la Wehrmacht et pasteur protestant, Kurt Räuber, a laissé la plus belle preuve de cette détresse. Dessinateur de talent à ses heures, il réalise une image de la Vierge qu'il fixe dans son abri de fortune, le soir de Noël. L'œuvre est encadrée par un message de l'évangile de Saint Jean. Licht, Leben, Liebe. Lumière, vie, amour. Räuber a aussi ajouté Weihnachten im Kessel, 1942.
nuit de Noël 1942, dans le chaudron. L'un des derniers blessés évacués de Stalingrad, un commandant de la 16e division de Panzer Grenadier, emportera la Madone de Stalingrad vers l'ouest. Kurt Heuber mourra du typhus dans un camp soviétique le 20 janvier 1944. Il avait 38 ans. En cette nuit de Noël, quels espoirs peuvent encore nourrir les hommes de la 6e armée allemande? À la fin du mois de décembre, les 2 derniers aérodromes seront tombés aux mains des soviétiques. Avec la nouvelle année, le pont aérien ne sera plus qu'un doux rêve. Janvier 1943. La Stavka revoit son organisation et ses plans. Les 7 armées fixées autour de la poche de Stalingrad passent sous le commandement du Front du Don, du général Rokossovski. La situation bascule une dernière fois. L'armée rouge ne veut plus attendre. Elle a encerclé la 6e armée en novembre, elle l'a affaiblie en décembre, elle va maintenant la réduire, méthodiquement. Le 8 janvier, le général Rokossovski offre à Paulus la possibilité de se rendre de façon honorable et promet ravitaillement, soins aux blessés et un rapatriement en Allemagne après la guerre. En échange, les Allemands doivent céder tous leurs équipements intacts. L'offre est refusée, la bataille continue. Le 10 janvier, après une préparation d'artillerie d'une rare violence, les armées soviétiques percent sur plusieurs secteurs. Le 12 janvier, le front de la 2e armée hongroise se disloque. 12 jours plus tard, le 24 janvier, Paulus demande à Hitler l'autorisation de capituler. Le Führer refuse. Les Allemands ne tiennent plus qu'une zone de 100 km². Le 26 janvier, une attaque de Rokossovski coupe la 6e armée en 2. Une partie restant sous les ordres de Paulus au centre de la ville, une autre commandée par le général Streicher dans le secteur de l'usine Barricade. Et les soviétiques avancent toujours. Les poches allemandes isolées n'ont plus de liaison entre elles. Les radios tombent en panne. Les officiers ne savent plus où sont les compagnies ne savent plus où sont les sections. La 6e armée n'est plus une armée, c'est un archipel de désolation. Un soldat soviétique témoignera de cet instant insensé. Il ne tirait plus. Nous trouvions des hommes assis, vivants, mais déjà partis. Les combattants allemands sont épuisés, affaiblis, gelés, mais il faudra tout de même 15 jours pour que les Russes s'emparent des ruines de Stalingrad, de la colline Mamaïev, de la gare, des usines Barricade et Octobre Rouge. Les poches tombent les unes après les autres, les Allemands se battent avec l'énergie du désespoir, mais il n'y a plus de ligne, plus de stratégie, plus de commandement cohérent. L'armée rouge avance lentement. À quoi bon se presser d'ailleurs? Les prisonniers affluent, par milliers, affamés, gelés. Certains avancent en titubant, d'autres ne peuvent pas marcher. Beaucoup s'écroulent dans la neige avant même d'avoir atteint les lignes soviétiques. Le 30 janvier 1943, au fond des caves de l'immeuble Univermag, Friedrich Paulus reçoit un message de la chancellerie. Il est promu général Feldmarschall. C'est un symbole lourd. Dans l'histoire de l'Allemagne, aucun maréchal ne s'est jamais rendu. Hitler pense envoyer un message clair. Paulus doit mourir à son poste. Il doit incarner la fidélité, puis être un martyr. À 6 heures du matin, le 31 janvier, presque par hasard, des soldats soviétiques tombent sur Paulus et son état-major. Un soldat russe témoigne. Dans une cave, nous avons trouvé un officier propre et immobile. Il a dit simplement « Je suis le commandant ». Ce même jour, Paulus capitule. Aucune cérémonie, aucun discours, aucune signature visible. Juste une poignée d'hommes, un drapeau blanc improvisé et la fin de l'une des plus grandes armées du Reich. 2500 officiers, dont 24 généraux allemands, sont capturés ce jour-là, du jamais vu. Pour les soviétiques, ce n'est pas qu'une éclatante victoire. C'est la fin d'une souffrance, la fin d'un siège
qui a coûté la vie à des centaines de milliers d'hommes et de femmes. Pour les Allemands, ce n'est pas une reddition honteuse. Le sacrifice de la 6e armée, qui a fixé jusqu'à 90 grandes unités soviétiques devant Stalingrad, a permis au groupe d'armées Don et au groupe d'armées A de se replier en bon ordre depuis les confins du Caucase. Par contre, la machine de guerre allemande qui croyait pouvoir écraser un continent s'effondre, et avec elle, les alliances militaires avec les autres pays de l'Axe. Le 2 février 1943, le dernier noyau de résistance se rend dans les ruines de l'usine Octobre Rouge. Stalingrad est enfin silencieuse. La neige recouvre tout. Les Soviétiques marchent dans un paysage irréel, une ville sans couleur, une ville qui semble s'être arrêtée dans le temps. Dans les heures qui suivent la capitulation, ils découvrent ce qu'il reste de la 6e armée. Des groupes d'hommes affamés, au visage creusé, aux yeux vides. Certains ne peuvent pas marcher, d'autres marchent en titubant sans savoir où ils vont. Ils tremblaient, beaucoup pleuraient, certains remerciaient qu'on ne leur tire pas dessus, écrit un soldat soviétique. 90 000 prisonniers, dont 60 000 Allemands, c'est un nombre vertigineux. Mais ce n'est pas le pire. Sur ces 90 000 hommes, moins de 5 000 reviendront dans leur pays d'origine après la guerre. La bataille de Stalingrad est l'une des plus sanglantes et des plus coûteuses en vie humaine de toute l'histoire militaire, avec presque 2 millions de morts, dont 478 741 soviétiques et 264 301 allemands. Pour l'Union soviétique, Stalingrad est un tournant, un coup d'arrêt à l'invasion, une preuve que la Wehrmacht peut être brisée. Pour l'Allemagne et ses alliés de l'Axe, c'est un séisme. La défaite brise non seulement l'aura d'invincibilité de la machine militaire nazie, mais également le mythe de l'infaillibilité d'Hitler. Aucun soldat sur le front de l'Est ne regardera la guerre de la même manière. À partir de cette victoire, l'espoir changea de camp, le combat changea d'âme, comme l'avait écrit Victor Hugo à propos de Waterloo. Après-guerre, un monument gigantesque commémorant le sacrifice soviétique à Stalingrad est construit sur la colline Mamaïev. Le visiteur peut y lire les noms de ceux qui ont été identifiés. Pour les civils, pour les femmes, pour les enfants, pour les hommes pris au piège au cours de cette bataille, Stalingrad restera toujours un entrelacement de souvenirs tragiques. Une ville qui n'a pas seulement résisté, une ville qui a supporté tout ce qui lui a été infligé et qui s'est relevée sur les ruines de ceux qui voulaient la briser. Une ville dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.